name that shows you have this as leaders. Un ancien sergent des marines en Amérique s'est fait expulser parce qu'il a dit la vérité. Nous ne voulons... Suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. To name that shows you have this as leaders. Un ancien sergent des marines en Amérique s'est fait expulser parce qu'il a dit la vérité. Nous ne voulons pas combattre dans une guerre avec l'Iran pour Israël, et c'est la police du Capitole qui a été aidée par un sénateur américain qui a maîtrisé et expulsé justement un ancien sergent des marines et qui est actuellement un manifestant anti-guerre. Et en soi, hein, on ne peut que dire bravo à cet homme. Il a été expulsé parce qu'il a évoqué ses convictions qui ne vont absolument pas dans le sens du fou qui est Donald Trump. Et en soi, rassurez-vous, hein, il y a énormément d'Américains qui sont contre cette guerre et contre ce que fait Donald Trump, surtout par rapport au fait qu'il fait ça main dans la main avec Israël, main dans la main avec l'homme génocidaire Benjamin Netanyahou. Et en soi, hein, ça reste honteux. Et de toute façon, hein, bien avant l'attaque contre l'Iran, Donald Trump a tiré pas mal de ficelles pour Benjamin Netanyahou avec la Palestine, à créer des fausses choses pour rompre les cessez-le-feu, etc., etc. Donald Trump, il est dans beaucoup de combines avec Benjamin Netanyahou. Bref, en tout cas, moi, si je faisais cette vidéo, c'est pour dire bravo à cet homme et pour vous montrer comment on traite aux États-Unis un mec qui n'est pas d'accord et qui ne va pas dans le sens de Donald Trump par rapport à cette guerre avec le Moyen-Orient. Enfin, cette guerre avec l'Iran, mais qui vient entraîner le Moyen-Orient. Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. Your inability to name that shows you have this as leaders. This is wrong. And nobody wants to fight for Israel. Reminder to all our Commandant, please stand up as a Marine and stand up for America. No one wants to fight for Israel. No one wants to fight for Israel! His hand! His hand! Oh! His hand! Let go of your hand. Let go of the door. Let go of the door. Can you The let? senator broke his hand. A sitting U.S. senator just broke the hand of a Marine. Sir. Okay. Control your Senate. Arm stuck in the door. Okay, sir. A U.S. senator just broke the hand of a Marine. Hand stuck. A U.S. Alors qu'on essaye d'évacuer ce militant anti-guerre du Sénat américain, vous l'avez entendu, il hurle « Personne ne veut se battre ». Pour Israël, il a été mis dehors par la police du Capitole. L'homme portait ce qui ressemble à un uniforme de la marine américaine. C'est un ancien militaire. Hein. Exactement, oui. Brian McGuinness, candidat du Parti vert au Sénat en Caroline du Nord. C'est bien Oui, ça, avec, il faut quand même avoir un petit explicatif. Le Green Party a pris quasiment fait et cause pour l'Iran. On va pas être, je suis pas en train de faire mon Trumpiste évidemment, mais évidemment sur ce sujet-là, sur le sujet de Gaza aussi, le Green Party qui essaye, on le voit pas beaucoup, mais de mettre des candidats dans les élections locales, mais aussi à la présidentielle, a pris vraiment totalement fait et cause pour les peuples qui sont, et c'est un certain lobbying pour la Palestine, mais très antisioniste pour pas dire plus, et également des messages qui sèment un peu le trouble aussi sur un quasi soutien au régime des Mollahs. Ce qui soulève la question de l'opinion publique américaine dont on parlait il y a quelques minutes. Henri Arnaud, vous êtes le correspondant de BFM TV à Los Angeles, dans la très démocrate Californie. Est-ce que l'opinion américaine
commence à vaciller. Ça réagit comment autour de vous? Oui, figurez-vous qu'ici aussi, vous avez raison, dans la très démocrate Californie, la majorité des habitants sont contre cette intervention en Irak. Plusieurs raisons simples. Le prix de l'essence a déjà augmenté de 10 centimes au gallon en moins de 48 heures. Et puis, il y avait évidemment le traumatisme des guerres passées. L'opinion ne veut plus payer la facture d'une escalade au Moyen-Orient. La tension culmine particulièrement ici à Los Angeles, car il y a la plus grande diaspora iranienne au monde, mais aussi 1 million de personnes de confession juive. Tous ces gens soutiennent l'intervention de Trump alors que la majorité des Californiens sont contre cette guerre. Les autorités d'ailleurs redoutent vendredi, jour de Shabbat, de nouveaux problèmes. Plusieurs synagogues en Californie ont déjà été vandalisées ces derniers jours. Et alors le point culminant, c'est ce week-end. À Los Angeles, il va y avoir en même temps une célébration de la diaspora iranienne pour montrer son soutien à Trump et au même moment un rassemblement de coalition de 9 associations qui sont contre la guerre. Autant vous dire que littéralement les autorités seront sur les dents car ça dépasse largement les choix démocrates ou républicains des habitants. L'opinion américaine est majoritairement contre la guerre. L'opinion américaine est majoritairement contre la guerre. Et l'opinion israélienne est majoritairement contre la guerre. Dans leurs propres opinions politiques, américaines et israéliennes, Donald Trump et Bibi Netanyahu sont minoritaires. Voilà pourquoi leur défaite au Moyen-Orient va se retourner en un règlement de compte en politique intérieure contre eux. Donald Trump va être destitué, il va perdre les élections des midterms qui arrivent, il va être destitué, il va être arrêté et conduit en prison aux États-Unis. C'est ce qui va arriver incontestablement au grand criminel génocidaire Benjamin Netanyahou, recherché par la Cour pénale internationale. Dès qu'il va perdre le pouvoir en Israël, il va être, s'il est vivant, arrêté, menotté, mené en prison et peut-être même traîné à la CPI. Parce que dès lors que son allié principal va s'effondrer aux États-Unis, lui, il va s'effondrer en Israël. Et il y a plusieurs Israéliens qui ont le macabo de Netanyahou, alias Satanyahou, qui attendent seulement que la défaite militaire d'Israël face à l'Iran soit confirmée pour lui régler son compte. Ce que nous observons depuis maintenant 3 jours au Moyen-Orient, dans le duel entre la coalition occidentale dirigée par Israël et les États-Unis et la République islamique d'Iran, ce que nous observons, c'est un véritable combat entre David, le petit David, et Goliath, l'immense, le grand Goliath. Dans la métaphore biblique, eh bien, David, qui défendait le peuple d'Israël à cette époque-là, eh bien, s'engage à affronter un géant philistin, qui s'appelait Goliath. Goliath est armé d'un javelot, il est armé d'un bouclier, il a pratiquement 3 mètres de taille, il doit faire pratiquement 200 kilos de muscles sans graisse. Le géant Goliath se dresse devant le petit David, qui lui, vêtu de peau de berger, a simplement dans les mains un petit lance-pierre. Lorsque la scène du combat entre le héros, eh bien, du peuple israélien antique, David, et le héros des Philistins, le géant Goliath, quand cette scène se met en place, tout le monde sait, tout le monde pense, tout le monde est convaincu, comme dans un match entre le Real de Madrid et le Football Club de Badalabougou, tout le monde croit, tout le monde sait que c'est très clair. Eh bien, tout naturellement, David va se prendre une pâtée, David va se faire écraser. On voit vraiment cela comme l'organisation d'un combat de boxe entre un poids lourd du style Mike Tyson au sommet de sa forme et un combattant de poids plume. Si vous-même vous prenez le meilleur des combattants de poids plume et puis vous l'envoyez boxer contre un combattant de poids lourd, vous avez organisé un homicide. Donc, sur la ligne de départ, lorsque les États-Unis, avec leur immense armada et leur patron, parce que Israël c'est le patron des États-Unis, hein, leur petit patron Israël, parce que paradoxalement, la relation israélo-américaine est une relation perverse. C'est le petit qui commande le grand. Parce qu'en fait, c'est le lobby juif américain qui contrôle la politique américaine. C'est le lobby
israélo-américain là qui contrôle la politique américaine. Il s'ensuit que le petit État d'Israël que vous voyez là, il est le patron des États-Unis. C'est une alliance dans laquelle, en réalité, le mari, ce n'est pas celui qu'on croit. Le mari n'est pas celui qu'on croit dans cette alliance-là, entre ces deux-là. Il y a le top et puis il y a le bottom dans cette alliance perverse. Et celui qui est au-dessus, eh bien, c'est en réalité Israël. C'est Netanyahou qui donne des ordres à Trump. J'ai donné une conférence il y a quelques heures pour vous expliquer la complexité de la relation entre Bibi Netanyahou, alias Satanyahou, et Donald Trump. En réalité, Donald Trump est tenu à travers le dossier Epstein, et ce sont les espions du Mossad israélien qui ont les dossiers chauds, qui ont le macabo de Donald Trump. Voilà pourquoi, grâce à ce dossier Epstein, eh bien, Bibi Netanyahou tient Trump. Israël tient Trump. Et c'est Israël qui a amené Trump à la guerre. Littéralement, comme on amène un bouc récalcitrant pour l'égorger. Trump ne voulait pas faire cette guerre. Il ne l'aurait pas faite s'il n'était pas, en réalité, otage d'Israël, s'il n'était pas pris dans le chantage d'Israël, Israël qui détient sur Trump des dossiers brûlants, notamment comme ceux de l'affaire Epstein. Bon. En tout cas, sur la ligne de départ, il y a 2 jours, la coalition israélo-américaine, qui plus est soutenue par tous les autres pays de l'OTAN, à l'exception peut-être de la Turquie, à l'exception peut-être de l'Espagne, qui ont marqué leur réticence. La Turquie est membre de l'OTAN, hein, mais elle a marqué beaucoup de réticence. Elle a exhorté les États-Unis et Israël à ne pas attaquer l'Iran. De la même façon, l'Espagne a refusé que les États-Unis utilisent son territoire pour attaquer l'Iran, même pour combattre contre les Palestiniens. Ce sont des choses qu'il faut souligner. Le Premier ministre espagnol et le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui sont pourtant à la tête de pays membres de l'OTAN, ont refusé que leur territoire serve de manière explicite de point de départ pour attaquer les Palestiniens ou pour attaquer les Iraniens. Mais qu'est-ce que je veux dire? Sur la ligne de départ, tout le monde était presque sûr que en une journée, voire en 2, pas plus, les États-Unis allaient écraser l'Iran. Qui plus est avec le soutien d'Israël, Israël dont l'armée est présentée comme invincible, selon une certaine propagande qui date de la période de la guerre du Yom Kippour en 1973 contre plusieurs pays arabes, eh bien, a priori, le match était plié. Les États-Unis et Israël étaient dans la position du Real et l'Iran était dans la position de Football Club de chez moi à Badalabougou. Ok, d'accord. Très bien. Sauf que quand le match a commencé, on s'est rendu compte que, en fait, la coalition américano-israélienne, et c'est une coalition qui est un géant au pied d'argile, c'est un véritable Goliath. Elle a beau être musclée, elle a beau être géante, elle a beau être puissante, et même paraître très puissante, elle est très faible. Et quels sont ses points faibles, cette coalition? Là, cette guerre entre l'Iran et le couple israélo-américain nous permet de bien voir les failles de la puissance occidentale en général et américaine en particulier. Quelles sont les failles? Première faille, on découvre que les Américains ont un retard en technologie militaire. Ça, froulaï. On découvre que les Iraniens, par exemple dans le domaine des missiles balistiques, que les Iraniens ont une technologie plus développée que la technologie israélienne, que la technologie américaine. Par exemple, les Iraniens ont des missiles qui, une fois qu'ils arrivent dans la zone où ils doivent frapper, multiplient leur tête, de telle façon que les batteries antimissiles ont l'embarras du choix. Le missile part, il est il voyage sur 1000 km. Quand il arrive à l'endroit où se trouvent ses cibles, le missile se diffracte en une vingtaine, une quinzaine, parfois même une cinquantaine de petits missiles qui s'éparpillent dans l'espace. Or, le fameux dôme de fer, le système antimissile américain, il est fait pour frapper un missile à la fois dans une zone relativement limitée. Donc, ce système se retrouve débordé, pris au dépourvu, parce que quand les missiles iraniens arrivent, on croit qu'il y en a un, mais au moment où il arrive vers sa cible présumée,
Ils se démultiplient en une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de missiles. Ils s'éparpillent dans plusieurs directions. Et la défense antimissile est obligée de choisir seulement un ou deux de ces nombreux missiles qui pleuvent. Tous les autres passent. Donc, lorsque par exemple, eh bien, un missile iranien arrive et qu'il se démultiplie en 20, en 30, en 40 petits missiles, la barrière antimissile américaine ou israélienne parvient seulement à éliminer 2 ou 3 de ces missiles. Il y en a 37 qui passent, il y en a 47 qui passent, il y en a 17 qui passent. Ce qui produit des dévastations énormes. Des dévastations énormes. Comparées à celles que les Iraniens subissent de la part eh bien, des Israéliens et des Américains. Premier point, le retard technologique américain, le retard technologique israélien, cela remet complètement en cause l'illusion dans laquelle on était, que l'Amérique était encore vraiment la toute première puissance militaire et technologique du monde. Ce n'est plus véritablement le cas. Deuxième élément qu'on découvre, avec la faiblesse de la coalition américaine, ce qu'on découvre, c'est que la supériorité aérienne américaine, qui est supposée être écrasante, une supériorité aérienne et une supériorité maritime, grâce notamment aux porte-avions qui sont en croisière, accompagnés de navires protecteurs, cette supériorité aérienne et maritime, eh bien américaine, elle est limitée par la vulnérabilité des pilotes et la vulnérabilité des navires de guerre américains. J'ai écouté tellement de reportages sur l'affaire que j'ai fini par, à mon avis, découvrir le point faible de toute l'armada américaine. Le point faible de toute l'armada américaine, c'est qu'elle est dépendante de systèmes de radar. Elle est dépendante de systèmes de radar qui permettent non seulement d'identifier correctement l'ennemi pour le frapper, mais qui permettent aussi, tout naturellement, de se protéger des attaques de l'ennemi. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez face à vous une puissance comme celle de l'Iran qui est capable de brouiller vos radars? C'est-à-dire de faire que les radars qui sont sur les navires américains ne voient plus. Les radars qui renseignent les avions américains ne voient plus. Les radars satellitaires qui sont supposés renseigner les troupes américaines au sol ne voient plus. L'Iran a manifestement acquis la capacité de rendre les navires américains aveugles, de rendre les avions américains aveugles, de rendre les radars américains aveugles. Et l'Iran a repéré les principaux radars américains au sol, au Moyen-Orient, et est en train de les détruire les uns après les autres en utilisant sa stratégie de pluie de missiles. La stratégie de pluie de missiles. Donc, voilà un deuxième point. La toute-puissance, eh bien, aérienne, la toute-puissance navale américaine est contrecarrée par le brouillage radar iranien. Les Iraniens ont rendu les navires et les avions américains aveugles. Rien que hier, ils en ont abattu 3. Ils ont abattu 3 avions américains. Et ils sont pratiquement en train d'endommager plus de 10 navires de guerre américains. Au point que le célèbre porte-avions américain, le Lincoln, est désormais menacé. Et la quasi-totalité des bases militaires américaines sont en train d'être déménagées. Les soldats américains sont en train de décamper de toutes les bases qu'ils occupaient parce que la stratégie de la pluie de missiles, doublée par l'aveuglement du système radar américain, rend difficile la défense des positions. Vous avez entendu l'ordre qui a été donné par les États-Unis d'Amérique à l'ensemble des citoyens américains de plus de 14 pays du Moyen-Orient de partir. C'est du jamais vu. Jamais les États-Unis n'ont appelé les citoyens américains dans 14 pays, dans toute la région du Moyen-Orient, de partir. C'est bien là un aveu d'impuissance. C'est parce que Donald Trump reconnaît qu'il n'est pas capable de protéger les troupes américaines. Il n'est pas non plus capable de protéger les populations civiles américaines au Moyen-Orient qu'il sonne la retraite. Et ça, c'est le deuxième point faible sur lequel l'Iran est en train de gagner la guerre. Il y a un troisième point faible. Il y a un troisième point faible de la coalition américano-israélienne. C'est que c'est une coalition qui est incapable de descendre au sol. C'est-à-dire d'envoyer des fantassins sur le sol iranien. Parce que l'expérience qu'elle a eue, cette coalition, lors de la guerre du Vietnam, l'expérience qu'elle a eue lors de la guerre, eh bien, en Afghanistan, lors de la guerre d'Irak, l'expérience qu'elle a eue même lors de la guerre en Somalie, c'est une expérience extrêmement négative. Les troupes américaines ne descendent plus au sol
depuis qu'elles savent que quand elles descendent au sol, elles n'ont plus de supériorité systématique sur l'ennemi. Et elles sont confrontées à un ennemi qui, au niveau moral, au niveau psychologique, est énormément plus déterminé que les joueurs de PlayStation de l'armée américaine. Donc, on voit qu'il y a bien là une troisième faiblesse. Les États-Unis se contentent jusqu'ici d'une campagne de bombardement aérien, de bombardement à distance, parce que en projetant des troupes au sol, ils vont se retrouver dans une situation de corps à corps avec les gardiens de la révolution. L'Iran, c'est quand même presque 100 millions d'habitants, et la plupart de ces habitants sont radicalement déterminés à en découdre avec la coalition israélo-américaine. Si les États-Unis descendent au sol, les pertes en hommes seront tellement sévères que l'opinion américaine va se retourner contre Donald Trump et ce sera un nouveau Vietnam, une nouvelle désillusion. Voilà le troisième point faible qui fait que la guerre est en train d'échapper aux Américains et aux Israéliens. Et il y a un quatrième point sur lequel ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre sur le terrain médiatique. Observez bien ce qui se passe. Ils ont perdu la guerre sur le terrain médiatique. La quasi-totalité des réseaux sociaux mondiaux sont inondés de communication en faveur de l'Iran. Et ça, l'Iran n'a payé personne pour cela. Hein. Regardez simplement, par exemple, les réseaux sociaux africains. Dans la plupart des pages Facebook, YouTube, TikTok, que l'on peut regarder ici en Afrique, la plupart des internautes africains sont friands des informations sur les victoires symboliques de l'armée iranienne contre les États-Unis et contre Israël. Il y a des images des frappes américaines contre l'Iran. Il y a des images des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran. Elles existent. Mais ce ne sont pas les images les plus partagées. Oui, vous qui m'écoutez, vous êtes maintenant près de 20 000 personnes au total. Quand vous allez sur Internet, vous voyez une image, comment les Américains ont bombardé, je ne sais pas, telle ou telle installation en Iran. Puis vous voyez une autre image, comment les Iraniens viennent de bombarder telle ou telle installation en Israël, ou viennent de détruire un camp militaire américain. Quel est votre réflexe? Est-ce de diffuser l'information qui montre l'Iran en position de faiblesse ou de diffuser l'information qui montre les États-Unis et Israël en position de faiblesse? Le réflexe mondialement le plus répandu, c'est de mettre en valeur les images de la faiblesse américaine et israélienne. Pourquoi? Parce que le monde en a marre de ces criminels. Le monde a marre des crimes impérialistes américains et israéliens. Ils ont passé toutes les limites. Ils ont franchi toutes les lignes rouges. Plus personne ne peut honnêtement supporter ces gens. Donc, tout ce qui leur arrive sur le théâtre d'opération, en termes de défaite, la moindre égratignure qu'ils subissent réjouit la planète tout entière. Voilà pourquoi sur le terrain de la communication, les États-Unis et Israël ont perdu la guerre. Parce que l'opinion mondiale ne retient que les coups qui leur sont portés. L'opinion ne regarde même plus les coups qu'ils portent. Les coups qu'eux, ils portent là, à l'Iran, et qui sont des coups terribles. L'opinion dit, ça fait partie du sacrifice. Mais ce qui intéresse l'opinion, c'est les coups que l'Iran, les coups extraordinaires que l'Iran porte aux États-Unis et à Israël. Et ces coups, aucune puissance au Moyen-Orient, aucune puissance au Moyen-Orient, aucune puissance même au monde, n'avait réussi à frapper de manière aussi systématique et générale les États-Unis et tous leurs vassaux du Moyen-Orient. Jamais cela n'était arrivé. Jamais cela n'était arrivé. Donc, défaite médiatique. Défaite médiatique américano-israélienne. Voilà. Voilà ce qui fait donc que la guerre leur échappe. Enfin, il y a un cinquième domaine dans lequel la guerre leur échappe. Israël et les États-Unis ont perdu le soutien même de toutes les institutions internationales dans lesquelles ils ont encore le droit de veto. L'ONU, même l'ONU a été contrainte de se déclarer contre Israël et les États-Unis. La Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale qui recherche Benjamin Netanyahou ne peut plus soutenir Israël. Donc sur le plan diplomatique, les États-Unis et Israël sont désormais les parias des relations internationales. D'ailleurs, Donald Trump a dit que pour lui, le droit international n'existe plus. Et par là, il est rejeté de toute humanité civilisée. Tout être humain qui vous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait du droit international, eh bien, c'est un barbare, c'est un sauvage. Il n'est pas digne de vivre dans l'humanité. Car le droit international, c'est le minimum requis. Même quand ce droit est injuste, même quand ce droit est imparfait,
il est nécessaire qu'il y ait du droit international pour que nous, les êtres humains, nous ne vivions pas comme des bêtes sauvages. Sans le moindre droit international, l'espèce humaine retourne complètement dans ce que Thomas Hobbes a appelé l'état de nature. Où homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, les États-Unis et Israël sont devenus les parias des relations internationales. L'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin soulignait que les États-Unis et Israël vont regretter d'avoir piétiné, d'avoir bousillé et bafoué le droit international. Car désormais, le monde entier considérera qu'on peut leur porter tous les coups, que tous les coups sont permis contre eux. Ils ont ouvert la boîte de Pandore. Ils ont ouvert un immense boomerang contre eux. Plus personne ne peut les couvrir. Vous voyez même la peine dans laquelle se trouvent les alliés européens traditionnels des États-Unis. Bien souvent, quand les États-Unis agressent un pays innocent, les puissances occidentales, en général, les Européens se rangent mécaniquement derrière les États-Unis. Mais là, c'est un soutien mou. C'est un soutien mou. Parce que comment soutenir Trump, qui, il y a à peine un mois, voulait arracher le Groenland? Les Européens se souviennent que ce type-là s'est levé un matin, il a dit qu'il veut prendre le Groenland. C'est le même type qui est en train d'attaquer l'Iran. Comment peuvent-ils espérer, les Américains et les Israéliens, avoir un soutien véritable des Occidentaux, alors même qu'ils ont menacé les Occidentaux de les exproprier de leur territoire, alors même que l'Occident est en réalité une colonie militaire américaine. L'Occident est militairement occupé par l'armée américaine. Vous pensez que tout cela va sans ressentiment? Vous pensez que les Allemands qui naissent, qui grandissent, qui vivent là, ils sont contents de voir leur pays toujours sous occupation militaire américaine? 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale, vous pensez que ça les amuse? Ça ne les amuse pas du tout. Il y a un ressentiment anti-américain. Il y a un ressentiment anti-otanien très important dans le monde occidental. Et vous avez vu comment l'Occident a été instrumentalisé. Il a été sacrifié dans le projet de déstabilisation de la Russie à travers l'Ukraine. Vous avez vu comment les pays occidentaux ont sacrifié leurs économies pour le voyou, le bandit, l'escroc, le petit néo-nazi de Zelensky. Vous avez bien vu. Donc l'Europe a tellement été humiliée par les États-Unis. Elle a été tellement piétinée par les États-Unis, sans oublier toutes les moqueries personnelles que Trump a infligées aux principaux dirigeants européens, à commencer par, eh bien, le très incompétent Macron. Donc il n'y a même pas cette solidarité diplomatique mécanique, ce grégarisme traditionnel des Européens derrière les Américains, ils ne l'ont plus. Enfin, je viens à la 6e raison pour laquelle la guerre leur échappe. Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.